Bonsoir à tous et bienvenue à la première conférence 2014 de Forum Event. Quel est le point commun entre le dernier album d'Iggy Pop, le Grand Théâtre de Paris, des biscuits La Mère Poularde ou encore un caban Isabelle Marant? Tous sont accessibles depuis votre ordinateur, votre tablette et même votre téléphone grâce à Internet. La manière de vendre a complètement changé. On assiste à un renouvellement permanent des offres et des produits. Le concept de la vente événementielle a été transformé en profondeur par l'instantanéité des nouvelles technologies. Les nouveaux acteurs de ce marché en pleine expansion continuent d'innover. C'est pourquoi, aujourd'hui, un site en particulier joue la carte d'une expansion maximale via des offres originales et uniques. D'Iggy Pop à Isabelle Marant, c'est chez venteprivée.com qu'il faut aller. Ce que vous propose ce site, créé en 2001, fait de lui un membre à part du club très fermé du top 50 des sites de vente en ligne les plus recherchés sur Google. Une réussite qui ne doit rien au hasard et que Forum Event et la chaire e-commerce et distribution vous proposent ce soir d'analyser grâce à la présence d'un des cofondateurs de l'entreprise, Monsieur Xavier Cour. Après un passage chez Danone et chez Lu, vous vous êtes lancé dans l'aventure venteprivée.com comme directeur de la communication et chargé de développement. C'est donc un rôle essentiel que vous jouez dans la stratégie et l'innovation au sein de l'entreprise. Et votre succès a fait de vous le vice-président de la Fédération e-commerce et vente à distance en 2012 et la personnalité e-commerce de l'année 2013. C'est pourquoi, ce soir, avec vous, nous allons donc explorer les coulisses de venteprivée.com. Alors, Xavier Cour, comme l'a dit Marie Cattel, votre entreprise venteprivée.com est leader sur le marché de l'e-commerce. Vous continuez de vous développer et rien ne semble vous résister. Donc je suis sûr que nous sommes tous curieux de savoir comment vous faites. Et c'est pourquoi nous allons aborder dans une première partie les secrets, les raisons de votre réussite. Parce que si c'est des secrets, je ne vais pas vous les dire. Non. D'abord, je suis très très heureux d'être là. D'abord, je vais vous remercier. Je sors en plus d'une session avec des étudiants qui était super intéressante et je disais justement à Grégory que j'avais trouvé, et c'est rare, que j'avais trouvé qu'il n'y avait que des questions intéressantes et une vraie écoute. Et voilà, donc je viens de passer un très bon moment, donc je suis ravi d'être là parce que je vais en passer un autre très bon, j'en suis certain. Nous allons commencer les questions. Okay. Donc 1,6 milliard de chiffre d'affaires en 2013. Ça représente 23% de progression par rapport à 2012. Donc la première question qu'on se pose, c'est la crise ne vous touche pas? Alors, la crise ne nous touche pas, oui et non. La crise, elle nous touche toujours. Elle nous touche dans certains pays et elle nous touche un peu en France aussi, mais les 23%, c'est beaucoup de nouveautés, c'est beaucoup d'innovations qu'on a lancées l'année dernière qui ont fait progresser le chiffre d'affaires. Par exemple, on n'était pas dans le voyage, contrairement à ce que beaucoup pensent. On a un concurrent qui a été très malin il y a quelques années, qui a créé une société qui s'appelle Voyage Privé. C'était pas nous. Nous, on a créé Vente Privée Voyage. On a recruté une femme incroyable qui était chez Accor il y a 1 an et demi. On lui a dit quitte Accor alors qu'elle était au comité de direction, viens créer ça chez nous. Elle est venue toute seule. Aujourd'hui, elle a une équipe de 30 personnes et elle a fait 130 millions d'euros de chiffre d'affaires la première année. Donc ça bénéficie évidemment sur ces plus 23%. Il y a eu aussi l'innovation à travers Miam Miam, dont l'idée était de permettre à des petits producteurs locaux d'utiliser le média vente privée. Il y a eu One Day, qui a pris son ampleur cette année. One Day, c'est un produit un jour, pardon, un produit un jour qui s'est développé. Donc, oui, la crise nous touche parce que notre matière première, ce sont les stocks. Et en cas de crise, les entreprises évidemment produisent moins, réduisent leur production, donc ont tendance à avoir moins de stocks. Quand on est dans une période de croissance, les entreprises produisent plus, vendent plus, mais in fine ont plus de stocks. Ensuite, le modèle vente privée, c'est un modèle qui est extrêmement positif dans tous les cas de figure. Là, si je raisonne vraiment du point de vue consommateur,
C'est un système qui fonctionne en cas de crise, puisqu'évidemment, en cas de crise, vous avez envie de moins dépenser, vous allez faire plus attention, donc vous allez utiliser des achats d'opportunités comme peut l'être vente privée. Et en cas de croissance, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous allez vous faire plaisir, vous allez vous dire, bah, cette petite jupe noire, elle est sympa, elle est pas chère, et puis de toute façon, ça va, on est en croissance, tout va bien, je me la paye. Donc c'est vrai que l'avantage de vente privée, c'est que c'est un modèle qui fonctionne dans les deux cas. Mais on est quand même touché par la crise, dans le sens où il y a moins de stock et il faut trouver des nouveaux développements pour combler ça. Alors, quelle est aussi votre valeur ajoutée par rapport aux autres sites de vente en ligne? Et je pense notamment à showroomprivé.com ou alors achat VIP. Alors là, je fais langue de bois ou pas langue de bois? Alors, pas langue de bois. Par rapport à d'autres sites de vente en ligne, on pourra en parler. Par exemple, des gens comme Cdiscount ou Amazon, qui sont, pour lesquels j'ai un infini respect. Je pense que d'abord, l'e-commerce a été inventé par Amazon. Et donc, c'est vraiment Jeff Bezos qui a inventé l'e-commerce. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 15 ans. Donc, c'est vraiment un secteur d'activité tout récent. Et ensuite, une boîte comme Cdiscount, par exemple, ça fait partie de ces champions français. La France est un pays incroyable. On n'a que des champions américains. Et puis, il y a un petit pays, la France, qui a généré un nombre de champions incroyables, que ce soit justement Pixmania, Cdiscount, Pixmania, Rue du Commerce, enfin, plein de boîtes. Donc ça, j'ai un grand respect. Et là, je vais digresser un peu, mais là, il y a une grosse différence entre vente privée et ces boîtes-là, ces sociétés-là, c'est qu'on n'est pas du tout concurrents, on n'est pas du tout sur le même secteur d'activité et on n'est surtout pas du tout sur le même manière de fonctionner du client, du consommateur final. C'est-à-dire, pour être très simple, si j'ai envie d'un produit, j'ai besoin d'un produit, je vais aller chez Amazon, chez Cdiscount, chez Fnac, chez Auchan, et je vais aller l'acheter. Vente privée, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout besoin du produit, mais tout d'un coup, à 7 h du matin, on m'envoie un mail, on me montre une très belle photo d'un bon produit, et ça déclenche un achat d'impulsion, une envie d'acheter. Donc c'est quelque chose qui est très différent, et d'ailleurs ça casse tous les codes marketing classiques qu'on a pu voir, parce que c'est une manière de réfléchir, c'est une manière de penser le site, c'est une manière de penser la proposition au consommateur qui est totalement différente. Pardon. Après, pour répondre très précisément à votre question, par rapport à Showroom Privé et achat VIP. Showroom Privé, c'est une société qui devrait juste nous remercier et qui nous attaque en permanence. Ce sont des copieurs, des gens qui ont totalement copié, intégralement copié notre modèle. Bon, voilà, après, c'est des copieurs. Voilà, mais il y en a plein, bon, c'est très bien, mais j'ai beaucoup moins de respect pour ça, parce que je trouve qu'il y a des sociétés qui nous ont copiés. On a arrêté de compter à 252. Il y a eu plus de 300 copycats dans le monde. Et il y en a plein vachement bien qui ont amené des nouveautés, qui ont amené des choses intéressantes. Là, vous me citez la seule qui a vraiment rien à innover et qui copie vente privée en permanence, mais qui en plus derrière nous attaque. Donc c'est un peu compliqué de répondre à ça. Nous attaque juridiquement, je veux dire. D'accord. Donc en fait, si vous gardez un avantage par rapport à eux, c'est parce que vous êtes la version originale. Non, ouais, d'abord il y a ça. Après, c'est vrai que bon, pour revenir plus sérieux, le digital a un énorme avantage. Après, on reparlera, je présume, du digital, mais a une énorme chose qui se passe avec le digital, c'est que c'est un peu le leader prend beaucoup. C'est-à-dire que je pense que dans le digital, c'est très facile d'être petit. On peut créer et inventer plein de choses. On en parlait tout à l'heure pendant le cours. Je crois qu'on peut innover, on peut créer plein de choses. C'est une vraie révolution, on y reviendra sûrement. On peut faire plein de choses. Après, le problème du digital, c'est que le gros prend beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous êtes gros, quand vous êtes bon, quand vous avez un bon service, il n'y a plus beaucoup de place pour des gens qui font exactement la même chose que vous. C'est comme ça qu'Amazon est en train de prendre une place incroyable, comme ça qu'eBay a pris une place incroyable, comme ça que, voilà, et que Vente Privée a pris une place incroyable. Donc c'est très difficile d'être derrière ça si on n'innove pas. Et c'est pour ça que je disais ça. Par contre, donc Vente Privée a pris une place énorme en Europe, mais en Australie, il y a un concept très proche de vente privée qui marche super bien. Aux États-Unis, il y en a d'autres, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est encore une fois, le digital, on est au tout début, le e-commerce, on est au tout début, il faut juste innover. Une autre question, en quoi la diversification de votre activité fait partie de la stratégie de vente privée? Par exemple, Alors,
c'est pas vraiment une stratégie pour répondre très précisément à votre question. Il y a une idée qu'a eu mon associé Jacques-Antoine Granjon il y a 11 ans, une idée de génie, et je peux le dire d'autant plus, c'est pas la mienne, une idée, donc voilà, une vraie idée de génie. Il a inventé quelque chose qui aujourd'hui d'ailleurs est copié dans le monde entier, et c'est rare. C'est même un des rares exemples, et c'est bien, d'une idée sur l'Internet qui a été inventée par un Européen, en l'occurrence un Français, et qui est copiée dans le monde entier. D'habitude, c'est toujours les Américains qui viennent et nous on copie. Là, c'est exactement l'inverse. Donc, c'est déjà bien. Il a eu cette idée, géniale. Et après, pourquoi il faut innover? Parce que c'est ce que je vous disais. L'Internet, l'e-commerce, ça a 15 ans. Ça a été inventé par Jeff Bezos il y a 15 ans, donc c'est tout récent. Il y a plein de choses à inventer. Mais l'e-commerce, enfin le digital, c'est juste un outil de plus. C'est rien d'autre qu'un outil. C'est que si on revient dans le e-commerce, le commerce, ça existe depuis des millénaires. Il y a eu plein de révolutions dans le commerce. Il y a eu la grande distribution, il y a eu les magasins populaires, il y a eu plein de choses. Et puis, il y a eu un nouvel outil qui est le digital. Le digital, ça permet juste une chose. Ça permet et c'est d'ailleurs pour moi la bonne définition du e-commerce, c'est de créer un magasin. Dans ce magasin, de pouvoir y mettre tous les produits du monde et de faire entrer tous les gens du monde dans le même magasin. Donc une fois que vous partez de ça, et une fois que vous avez l'audience, ce qui est le cas de vente privée, puisque l'audience de vente privée aujourd'hui, c'est 3 millions, un peu plus de 3 millions de visiteurs uniques tous les jours, vous pouvez proposer plein de choses. Il faut juste le faire très bien. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que le problème ou l'avantage du digital, c'est que si vous n'êtes pas bon, le consommateur d'un tout petit déplacement d'1 millimètre sur sa souris, il part chez votre concurrent, qu'il soit ici à Bordeaux ou à 20 000 km d'ici. Donc vous êtes obligé d'être très bon. Mais vous êtes aussi en permanence obligé d'innover et de proposer des nouvelles choses à vos consommateurs, parce que le consommateur va à une vitesse qui est extrêmement élevée. C'est toutes les révolutions dont j'ai parlé tout à l'heure, du magasin de proximité, puis le magasin populaire, puis les grands magasins, puis la grande distribution. Il y a eu à chaque fois, ça a été des dizaines d'années, ou en tout cas plus de 10 ans. Là, avec le numérique, on a juste accéléré le mouvement d'une manière incroyable et on va beaucoup plus vite. Donc vous êtes obligé d'innover et obligé d'être bon. Et en plus, la technologie va tellement vite qu'il faut s'adapter en permanence. En fait, on pensait moins au digital qu'à la joint venture que vous avez conclue avec American Express et aussi à la création de la Digital Factory. Okay. Est-ce que c'est possible que vous nous rappeliez ce que c'est, plus exactement? De quoi? La Digital Factory. Alors, la Digital Factory, c'est juste un des 4 piliers de vente privée. Enfin, la Digital Factory, c'est notre usine de production. C'est là où on produit nos images. C'est notre outil de production. Pour bien comprendre, en fait, je pense, et je suis même certain, que dans le e-commerce, il y a 4 piliers. Et que ces 4 piliers, ils sont aussi importants l'un que l'autre et que vous ne pouvez pas vous développer si vos 4 piliers ne sont pas extrêmement solides. Quels sont ces 4 piliers? C'est très simple. Le premier pilier, c'est la technologie, ce qu'on appelle l'IT. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un système informatique qui fonctionne bien, qui ne lâche pas, qui permette d'accueillir tout le monde tous les jours. Le deuxième pilier, c'est justement ce qu'on appelle, nous, la production. C'est-à-dire c'est notre Digital Factory, c'est la création des photos. Donc c'est principalement des outils photographiques, des outils de vidéo, des créatifs. Chez Vente Privée, sur à peu près 2000 collaborateurs, vous en avez plus de 600, quasiment 700, donc un tiers, qui sont dans cette Digital Factory, donc qui travaillent uniquement sur l'image, parce qu'encore une fois, mais c'est du bon sens, dans un magasin, vous pouvez toucher le produit, vous pouvez avoir un vendeur qui vous explique, qui vous le vend. Sur Internet, vous ne pouvez pas. Donc ça veut dire que votre photo, elle doit être parfaite. Ça veut dire que votre musique doit être parfaite, ça veut dire que votre image doit être parfaite, tout doit être parfait. L'avantage ou l'inconvénient, encore une fois, du digital, c'est que ça ne supporte pas la médiocrité, ça ne supporte pas l'imperfection. Vous devez être en permanence dans une réalisation parfaite. Ensuite, mon troisième pilier, c'est la logistique, puisque sans logistique, vous ne pouvez pas livrer vos colis. Et le quatrième, qui est celui qu'on oublie trop souvent en Europe, mais que Jeff Bezos avait bien compris dès le premier jour, et on l'a là-dessus complètement copié, puisque notre directeur du service client est aussi membre du comité de direction, comme l'est celui d'Amazon, c'est le service client. Parce qu'une fois que vous avez livré votre colis, il faut que tout soit parfait. Pour que vos consommateurs reviennent, il faut qu'il ait eu un service parfait. Et on revient toujours à mon exemple, qui est que vous êtes obligé d'être bon, parce que le digital, ça a remis le consommateur au centre.
C'est plus l'enseigne qui décide ce qu'elle va vendre au consommateur, c'est le consommateur qui décide ce qu'il veut acheter et comment il veut l'acheter. D'ailleurs, l'essor des drives, c'est exactement ça. Très bien, merci. Alors, pourquoi opter pour la diversification culturelle en rachetant le Grand Théâtre de Paris et en rachetant Taratata que vous continuez de produire? On n'a pas racheté Taratata. Taratata, ça a été créé par Nagui et ça appartient à Nagui et c'est vachement bien géré par Nagui. Non, alors, petit aparté, pourquoi vous m'aviez posé la question, je vais bien répondre juste avant, puis je reviendrai dessus, sur les États-Unis et la joint venture avec American Express. Nous, on croit qu'on ne peut pas tout faire. Donc on a commencé par la France, puis après on a ouvert l'Espagne, puis l'Allemagne, puis l'Angleterre, puis 3 autres pays. Donc aujourd'hui on a 8 pays européens. On pense que l'Europe est un pays incroyable. Enfin un pays, je dis un pays, ça serait bien. Mais enfin en tout cas un continent incroyable où il y a un potentiel de développement fou. Et nous on est complètement européen. C'est-à-dire que nous on est une boîte européenne. D'ailleurs il y a je ne sais pas combien, ou plus du tiers des collaborateurs qui ne sont pas français chez Vente Privée à Paris. On est totalement européen, notre marché c'est l'Europe et on a un potentiel fort en Europe. Après, pourquoi on est allé aux États-Unis? C'est très simple, c'est parce qu'un jour American Express sont venus nous voir en nous disant nous on veut développer ce que vous avez fait en France, en Europe, on veut le développer aux États-Unis et pour le faire on veut s'allier avec quelqu'un. Donc on voit tous les intervenants, on leur a présenté qui on était et 3 mois après ils sont revenus, ils nous ont dit on veut le faire avec vous. Quand American Express vous dit à vous petits Français on va faire une boîte ensemble en JV à 50-50, vous dites allez, ok super. Bon, après, ce n'est pas si simple que ça, mais ce n'est pas stratégique. Mais voilà, on est lancé. Aujourd'hui, c'est une société qui a fait un peu moins de 50 millions de dollars en première année, sur laquelle on pense faire 80 ou 90 millions de dollars l'année prochaine, enfin en 2014, et qu'on monte et qu'on construit petit à petit. Ce n'est pas simple, mais il y a un potentiel et ça sera une réussite. Voilà. Mais notre marché, notre objectif et notre stratégie reste l'Europe. Après, vous m'avez posé la question sur... Par rapport au théâtre de Paris. Taratata, on ne l'a pas racheté. Taratata et le théâtre de Paris et l'entertainment en général, pourquoi on est allé là-dedans? C'est très simple. Dans nos développements, c'est vrai qu'au tout départ, on a été très très visionnaire, très très bon. On s'est dit, il y a des choses qu'on ne peut pas vendre sur Internet, c'est impossible. Voilà. Par exemple, on ne peut pas vendre de chaussures, parce qu'il faut les essayer. On ne peut pas vendre de lingerie parce qu'il faut les essayer. On ne peut pas vendre de textiles en général parce qu'il faut les essayer. Donc vraiment, on était bon. Hein. Et donc, on a commencé par des crèmes de beauté, on a commencé par des jouets, on a commencé par des montres, des bijoux, de petits électroménagers. Et puis, on s'est aperçu qu'on s'était gouré, qu'on pouvait vendre des chaussures, et on en vend vraiment beaucoup, qu'on pouvait vendre des lunettes, et ainsi de suite. Et puis, on était très mode. Et ensuite, on a commencé parce qu'on pensait qu'il fallait d'abord être mode et avoir un positionnement un peu haut de gamme avant de pouvoir faire le reste. Aujourd'hui, on peut vendre des couches Pampers, mais si on avait commencé il y a 10 ans là-dedans, on n'aurait pas réussi. Et puis, on s'est aperçu que notre métier, enfin, pas aperçu, mais notre métier, il est très simple. Il y a un ADN très fort chez Vente Privée, c'est on vend des produits qui n'ont pas été vendus pour une raison industrielle ou économique, et on le vend sur un réseau de distribution qui est Vente Privée. Donc, tous les produits que je viens de citer, il y a toujours des raisons pour lesquelles ils se retrouvent déstockés. Et puis après, on s'est dit, mais il y a le voyage. Le voyage, quand un avion décolle avec un siège libre, il est mort, le siège libre. Donc c'est intéressant. Et dans le ticketing, même chose. On s'est aperçu que quand un spectacle commençait, si le siège était vide, c'était vraiment perdu. Même si on le vendait à 1 euro, c'était toujours 1 euro de plus. Et c'était en plus quelqu'un qui allait voir le spectacle, et s'il l'aimait, allait en parler, et donc de toute façon, devenait une publicité gratuite. Donc on s'est dit, il y a un vrai truc à faire dans la billetterie. Donc on est allé voir au tout début la plupart des gens qui sont actifs dans le spectacle, et on leur a vendu notre idée. Et ça leur faisait peur, parce qu'ils nous disaient, ouais, mais ça veut dire que mon spectacle il marche pas, alors voilà, si je te vends mes produits, je passe un message que ça ne marche pas. Donc ça a mis beaucoup de temps à leur expliquer. Et on a commencé à avoir des producteurs, peut-être un poil plus en avance, qui ont bien compris comment ça fonctionnait et qui nous ont dit, ah, mais c'est pas con quand même. Et entre autres, il y avait Dovatia, il y a eu le producteur du Comte de Boudherbala, enfin il y en a un certain nombre qui nous ont suivis. Et on s'est aperçu que tout d'un coup, on devenait un prescripteur de spectacle sur 2 axes différents. Un qui était très en amont, 1 an avant, où les artistes ou les producteurs venaient nous voir en nous disant, en nous donnant leur place, et nous, en les mettant sur Vente Privée, on créait une énorme campagne de pub pour le spectacle. Et on permettait aux producteurs de s'assurer une trésorerie minimale. Et puis ensuite, on a vu des producteurs qui sont venus nous voir tout à la fin
et qui nous vendaient les spectacles vraiment 1 ou 2 jours à l'avance. Et là, on s'est dit, mais il y a un truc génial, c'est qu'on est un prescripteur, on est un carrefour d'audience, donc allons plus loin. Et puis, c'est toujours comme ça, enfin, j'ai des anecdotes, j'en ai plein, c'est des rencontres. Donc il y a eu une première rencontre avec le producteur de Patricia Cass, que j'ai vu. On s'est dit, bah, tiens, il y a peut-être un truc, Patricia Cass n'avait plus de maison de disques, donc elle a fait un album que pour vente privée. On a fait un disque d'or, ça lui a permis de re-signer chez Universal. Il y en a eu plein comme ça. Il y a eu Iggy Pop. Iggy Pop, c'est son producteur qui s'appelle Alain Lahana, enfin son manager en France. Alain Lahana qui est venu nous voir en nous disant, voilà, Iggy Pop, il a un rêve. Ça fait 5 ans qu'il chante en français, dans sa baignoire. Il aimerait bien faire un album. Il est fan de Georges Brassens, il est fan d'Henri Salvador. Moi, il me raconte ça, je me dis, mais Iggy, je rêve, là, il parle de Iggy Pop, mais j'adore. Et il me dit, mais aucune maison de disques en veut. Je dis, mais génial, nous on fait. On a fait son album, on a fait 22 000 albums, et puis ça a fait une campagne de pub incroyable pour Vente Privée, parce que tout d'un coup, Vente Privée était la boîte qui faisait Iggy Pop, Europe 1 a suivi, et ainsi de suite. Donc il y a eu plein de raisons comme ça. Et un jour, on s'est dit, ben, on a l'audience, on a des artistes qui nous font confiance, des producteurs qui nous font confiance. Allons, faisons un 360 degrés complet, intégrons des salles de spectacle, et comme ça, on peut prendre le marché du début jusqu'à la fin. Donc on a acheté cette salle de spectacle sublime qui s'appelle le Théâtre de Paris, qui est un théâtre de 1300 places et un petit théâtre de 300 places. Et puis aujourd'hui, on discute sur d'autres salles à Paris, en province et à l'étranger. Et l'idée étant d'avoir une intégration totalement verticale du début jusqu'à la fin. Et ça marche très bien. Alors, et Taratata, c'est pas nous, c'est Nagui. D'accord. Mais si vous me laissez, je suis désolé, je suis un poil long, mais si vous me laissez 1 minute, un matin, je suis dans ma voiture et j'entends Nagui qui est chez Morandini, ça devait être en juin, et qui dit, bah, je suis très triste, je vous annonce, Taratata s'arrête, France 2 va arrêter Taratata. Moi déjà, je me dis, mais c'est dingue d'arrêter une marque pareille. Mais bon. Et il dit, mais moi j'ai envie de continuer, et j'ai beaucoup de vues sur YouTube, et donc je réfléchis à peut-être le continuer sur Internet. Il se trouve que j'ai un copain qui connaît Nagui, donc j'appelle le copain qui appelle Nagui pour le voir Nagui, on se voit le samedi matin, 2 jours après, je lui dis, ben voilà, nous on t'offre notre audience, on va essayer de faire un truc ensemble. Donc on a vendu en exclusivité son concert, 6000 places, le concert des 20 ans de Taratata qu'on a dû vendre en 2 jours. Et puis ensuite on promeut, c'est-à-dire qu'on utilise Vente Privée uniquement comme un média. C'est-à-dire que là on a un peu changé de métier, on est un média, on promeut Taratata, et puis ça nous fait tous plaisir, et puis c'est de la com pour Vente Privée. Et ça marche. Alors, on l'a vu, votre réussite est éclatante, vous êtes leader sur le marché et vous êtes bien parti pour maintenir votre position. Cependant, chaque médaille a son revers, pardon. Et au vu des récentes polémiques qui sont sorties dans les journaux, on aimerait bien connaître votre avis là-dessus. Alors laquelle? Parce qu'il y en a eu d'autres. Alors, j'y viens. Est-il vrai que tous les articles que vous proposez viennent de stock d'invendus? Certains prétendent que ce sont des produits conçus spécialement pour cette occasion et qu'ils sont de moins bonne qualité que ceux vendus en boutique. Alors, c'est une très bonne question, auquel j'ai répondu aussi tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une méthode américaine et claire qui est qu'il y a des marques, donc principalement américaines, comme Ralph Lauren, comme Calvin Klein, qui font une énorme part de leur business avec des solderies, parce que c'est un système qui est très organisé aux États-Unis, avec des enseignes comme TK Maxx, comme Filene's Basement, enfin plein, et qui font un produit un peu différent, ou dans les malls spécialisés dans le déstockage, qui font un produit légèrement différent et de moins bonne qualité, pour appeler un chat, et qui le vendent sur ces réseaux-là. Ces produits-là, ils sont fabriqués un peu partout dans le monde, y compris en Tunisie, et effectivement, des gens qui se sont fortement inspirés, parce que je vais arrêter de parler de copieurs de vente privée, peuvent vendre ce type de produit. Nous, on ne le fait pas. On ne le fait pas pour une raison très simple, c'est que vente privée ne repose, et l'Internet en général, le e-commerce en général, ne repose que sur une chose, c'est la confiance. Encore une fois, c'est ce que je vous ai expliqué. Si vous n'êtes pas bon, si vous mentez, si vous ne faites pas les choses bien, un tout petit bout de mon doigt qui bouge, et je suis chez le concurrent. Donc on ne le fait pas. Après, on ne le fait jamais. Et c'est une règle de base stricte, et je peux vous assurer que si un jour on le fait, et qu'il y a un commercial qui fait ça, il est viré dans la demi-seconde. Donc ça ne se fait pas. Par contre, pour être très transparent, est-ce qu'on vend des produits qui sont fabriqués pour nous? La réponse est oui. La réponse est oui, mais pour une raison très simple. C'est que certaines marques
ont non pas des produits finis en stock, mais ont du temps machine, des matières premières, des produits. Je pense à une marque de crème il n'y a pas très longtemps. Le produit n'était pas finalisé, mais il y avait le pot, il y avait la crème, tout était fait, il suffisait ensuite de le remplir. Mais c'est rigoureusement et validé le strictement même produit que vous trouvez dans la distribution. Et ça, vous ne pouvez pas ne pas être comme ça. Sinon, vous êtes mort. Sinon, vous ne pouvez pas durer. Vous ne pouvez pas être présent sur le marché depuis 10 ans parce que une des forces, enfin un avantage et parfois un inconvénient du digital, c'est que si vous ne faites pas ce que vous faites, ce que vous dites, si vous n'êtes pas transparent, vous allez le savoir, vous allez le dire, vous allez en parler sur les réseaux sociaux et ça va partir comme une traînée de poudre. C'est-à-dire qu'une des règles de base du e-commerce et du digital, c'est d'être totalement transparent et de ne pas dire n'importe quoi. Et faire n'importe quoi. Du coup, j'ai une autre question, parce que c'est un fait aujourd'hui, les marques, elles sont présentes du coup sur votre site pour accéder à ce grand marché qui est celui du déstockage. Mais est-ce que vous n'avez pas des marques haut de gamme, par exemple, qui rechignent à être sur votre site parce qu'elles ne veulent pas être présentes avec... Bien sûr. Pour comprendre vente privée et pour comprendre le succès de vente privée est une société qui est B2B, qui est business to business. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile à comprendre. En fait, vente privée, c'est 2500 marques partenaires, puis 20 millions de membres. Et ça ne veut pas dire que je dénigre les 20 millions de membres, bien évidemment que non. Mais c'est intéressant, par exemple, si vous parlez à n'importe lequel des 2000 collaborateurs de vente privée, du PDG jusqu'au préparateur de colis, quand il parle d'un client, c'est toujours une marque, toujours. Quand il parle d'un consommateur final, vous, moi, on va parler d'un membre. Donc tout ce qu'on fait chez Vente Privée, c'est tourner vers le client, mais vers le client marque. Pardon, votre question, c'était quoi exactement ? Du coup, ma question, c'est est-ce que vous, en proposant toujours plus de marques, vous ne vous fermez pas des marques plus haut de gamme ? Donc, est-ce qu'il y a des marques qui ne viennent pas chez nous ? Oui, il y a des marques qui ne viennent pas chez nous. Mais c'est des marques qui l'assument et qui le disent et qui, généralement, ne stockent même pas. Vous prenez des marques dans le luxe, il y a des marques comme Louis Vuitton, vous avez des marques comme Hermès, et des marques comme Chanel, elles ne déstockent pas. Et c'est extrêmement clair, c'est une politique. Après, il y a des marques qui mettent plus de temps à venir. Le luxe a mis plus de temps à venir. Il a fallu les convaincre, il a fallu du temps. Aujourd'hui, vous avez à peu près, mis à part ces 3 marques que je viens de citer, je crois que toutes les autres ont travaillé avec nous, de Gucci à Prada, en passant par Yves Saint Laurent, Dior, travaillent avec Vente Privée. Après, ça peut être sur les bijoux, ça peut être sur les lunettes, ça peut être sur les accessoires, ça peut être sur la maroquinerie ou d'autres. Voilà. Après, est-ce qu'il y a un secteur d'activité où ils ont du mal ? Oui, l'automobile. L'automobile, ils ont beaucoup de mal à venir sur le déstockage, alors pourtant ils sont surstockés. Mais ça, ça prend du temps. Mais encore une fois, la maroquinerie n'est pas venue pendant 5 ans. Aujourd'hui, on est un plus gros déstockeur de maroquinerie. Il faut laisser le temps aux marques de venir, il faut laisser le temps aux marques de comprendre le système, et voilà. Mais à part les quelques marques que je vous ai citées, non, il y a aujourd'hui plus beaucoup de marques qui ne viennent pas. Et justement, vous-même, en proposant toujours plus de marques, est-ce que vous ne perdez pas de vue, à force, votre positionnement haut de gamme ? Mais on n'est pas positionné haut de gamme. Nous, on vend toutes les gammes, mais avec l'image d'une société de luxe. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous allez vendre une marque comme Kookai, qui peut être regardée comme une marque moyenne gamme, qu'il ne faut pas la mettre en beauté et lui donner tous les codes du luxe. Donc on donne tous les codes. Vente Privée est un site qui a tous les codes du luxe, mais pas dans l'image, dans la réalisation. C'est-à-dire que quand je vous dis qu'il y a 700 personnes chez Vente Privée qui ne travaillent que sur l'image, on va extrêmement loin dans la réalisation de nos shootings, on va extrêmement loin dans la qualité de nos images, dans la mise en avant des produits, dans les films. On va extrêmement loin. Donc on donne tous les codes du luxe pour la marque. Après, est-ce qu'il n'y a pas trop de produits sur Vente Privée ? Non, je ne crois pas. Quand vous avez 20 millions de personnes, membres de Vente Privée, 3 millions qui viennent tous les jours, c'est comme un grand magasin. Vous avez de quoi trouver et de quoi vous faire plaisir surtout. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est parce qu'on est totalement dans l'achat d'impulsion. Et ça change totalement tous les codes. Cdiscount ou Amazon, qui sont 2 magnifiques réussites du e-commerce, ont une offre qui est pléthorique, avec plein de produits, mais on y vient le chercher.
Vente privée, c'est exactement l'inverse. Je vous montre un produit, je vous le mets sous les yeux. Je donnais un exemple tout à l'heure. Il se trouve qu'il y a une semaine, même pas, il y a 4 jours, j'ai acheté un jambon de 7 kilos, le gros jambon Rabougo espagnol, sur un coup de tête. Parce que c'était sur mon iPhone, la photo était belle, c'était sur vente privée, le prix était intéressant, la fiche technique expliquait d'où venait le produit et ainsi de suite. Je l'ai acheté. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire d'un jambon de 7 kilos demain matin, mais ma femme va m'engueuler. Mais il se trouve que si on ne me l'avait pas proposé, je ne l'aurais jamais acheté. Et je ne l'aurais pas acheté dans le commerce traditionnel, parce que j'ai aucune raison d'acheter ce type de produit. Donc, il se trouve que là, j'ai ce produit-là. Donc, encore une fois, c'est une approche qui est différente sur vente privée. C'est une stratégie de l'offre et du consommateur qui saute en achat d'impulsion. Très bien. Du coup, je voulais revenir je voulais venir sur une autre question, un sujet qui était assez brûlant dans les actualités récemment. C'est l'entrée du Qatar comme actionnaire minoritaire de poids chez Vente Privée. Et du coup, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi le Qatar et aussi en quoi ça va peut-être influer sur vos actions futures? Influer sur les actions futures, ça sera plutôt positif, mais je vais vous dire pourquoi. Alors pourquoi le Qatar? C'est très simple. Vente privée, en fait, il faut que je remonte à voir. Je vais essayer d'être court, mais ça va être un peu long. Vente privée, c'est quoi? C'est une société qui a été créée par Jacques-Antoine Granjon et son associé Julien Sorbach quand ils étaient à l'EBS il y a 30 ans, 28 ans. C'est une société qui n'a pas bougé d'un iota. C'est-à-dire que notre métier, il y a 29 ans, le métier qu'ils ont commencé à faire, c'était d'amener une offre de service à des marques pour écouler leur fin de série. Sauf qu'on les écoulait où à ce moment-là? Sur un réseau très différent, un réseau de ce qu'on appelle de solderie, donc un réseau qui était principalement, en tout cas il y a 28 ans, fait par des gens qui étaient plutôt des forains. Donc on achetait ces stocks-là, on les achetait en globalité, on les stockait dans des entrepôts, on les payait immédiatement, on les stockait dans les entrepôts, le temps que la saison revienne, et puis on les vendait à des gens qui étaient des forains. Par exemple, il y en a un ici à Bordeaux qui s'appelle Mistigriff, qui au départ qui sont toujours 2 Italiens forains qui avaient une tournée de marché, puis 2 qui étaient des gros travailleurs et qui ont ensuite créé une chaîne de magasins. Jiffy, qui est une enseigne extraordinaire française. Enfin voilà, ce genre de gens à qui on vendait ces produits-là. Le problème qu'on avait, c'est qu'on avait un gros problème de besoin en fonds de roulement évident, puisque on achetait des maillots de bain au mois de juin, on les stockait jusqu'au mois de mars, on les triait, et ensuite on les vendait, si j'avais acheté 100 000 maillots de bain, on les vendait en 1000 lots de 100 pièces à tous ces magasins, qui eux étaient plutôt des petits magasins, qui donc nous payaient plutôt à 90 jours. Donc on avait une trésorerie très compliquée. Donc ça, c'était notre métier. Et c'est le métier qu'ont fait Jacques-Antoine et Julien depuis 29 ans. Puis 4 ans après, ils ont pris en stop un garçon qui s'appelle Michael Benabou qui nous a rejoints. Ils ont créé une 2e société. Puis notre garçon Philippe Nagar, ils ont créé une 3e société. Et puis moi, j'étais chez Danone et je leur disais, mais pourquoi vous faites que du textile? Et ils m'ont dit, t'es malin, si t'es si malin, viens faire le hors textile. Donc ça, c'était il y a 18 ans. Mais c'était toujours le même métier. Et c'était un métier où on gagnait bien notre vie, nous personnellement, mais où la société elle-même n'avait pas beaucoup de valeur parce qu'elle reposait sur nos talents d'acheteurs et elle était surtout très endettée auprès des banques parce qu'il fallait payer ses stocks et en permanence, c'était ça qui était compliqué. Ensuite, on a eu l'idée, enfin Jacques-Antoine a eu cette idée de vente privée. On l'a lancé en 2001. En 2008, on a eu l'opportunité, tous, de vendre 20% de nos actions à un fonds d'investissement américain qui s'appelle Summit Partners, qui est un très très beau fonds, et un fonds surtout ce qu'on appelle un fonds de minoritaire. C'est-à-dire que c'est un fonds qui peut prendre des positions minoritaires, en l'occurrence chez nous ils ont pris une position minoritaire, 20%, et qui nous accompagnait. Ce fonds, comme tous les fonds vraiment purement d'investissement, ils veulent des retours sur 5 ans en général. Donc il se trouve que c'était il y a 6 ans, donc il y a 1 an, ils nous ont dit, nous on a envie de sortir, en tout cas on a envie de sortir une partie du fonds, et si possible, idéalement, ce qu'on voudrait, c'est sortir la moitié pour le double de la valeur, comme ça, ce qui reste, c'est que du positif. Donc on a cherché un fonds parce qu'on voulait pas, on a cherché avec eux un autre fonds parce qu'on voulait être sûr de qui on faisait rentrer à la place. On a regardé beaucoup de fonds, on a rencontré des family office, mais on voulait un fonds qui nous accompagnait sur la durée, c'est-à-dire pas un fonds financier qui voulait un retour sur 5 ans, mais un fonds sur 20, 30 ans, comme nous, pour avoir un investissement à très longue durée et avec une rentabilité. Et il se trouve que
un des plus beaux fonds du monde, pour ne pas dire le plus beau fonds du monde, c'est le fonds Qatari, qui est le fonds de l'État qatari, qui investit depuis très longtemps sur des grosses sociétés. Ils ont LVMH, ils ont Volkswagen, ils ont des banques partout, ils ont de l'immobilier partout. Et donc, ils ont cru en nous et ils ont repris une partie Alors, il se trouve que Summit, à ce moment-là, a décidé, je fais un peu vite, mais Summit a décidé de plus vendre, en disant on va rester avec vous pour les 20 ans qui viennent, ce qui est étonnant mais qui est une preuve de confiance incroyable. Et on avait un minoritaire qui avait envie de sortir, qui est sorti, qui était non opérationnel et qui a vendu ses parts à Qatar. Voilà, donc c'est comme ça que Qatar est rentré, mais avec un truc qui est fantastique pour nous, c'est qu'ils veulent rester 20 ans. Et donc ça change vraiment notre perspective, c'est ce qu'on voulait. Et puis en plus c'est un fonds qui a que des marques de luxe, des distributeurs extraordinaires comme Harrods ou comme le Printemps. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec eux? Quand vous êtes associé avec le fonds qui a une partie de LVMH, une partie de Richemont, qui a Harrods, qui a le Printemps, on peut imaginer beaucoup de choses. Donc pour nous, c'est fantastique. Donc d'où l'expression, ouais, je vous dis tout, hein. Ouais. D'où l'expression actionnaire minoritaire de poids lorsque vous parlez du Qatar. Donc, nous avons vu en quoi le Qatar allait influer sur votre action en vous donnant accès à plus de marques, si j'ai bien compris, c'est ça? D'accord. Nous allons à présent poursuivre dans cette voie et voir les évolutions futures du e-commerce. Justement, selon vous, comment va évoluer le secteur du e-commerce? Il va mourir. Il va mourir. Non, je suis très sérieux. Je suis très très sérieux. Je pense que le e-commerce est mort. Alors, évidemment, c'est choquant ce que je dis, mais je parle des pure players. C'est-à-dire que je pense que le e-commerce, en fait, j'aime pas ce mot. C'est-à-dire que je trouve qu'à un moment, on parlait même de F-commerce, M-commerce, enfin F pour Facebook, M pour mobile. Je pense que c'est de la... Je vais essayer d'être poli, c'est de la bêtise. C'est-à-dire que ça n'existe pas, il n'y a que du commerce. Sauf qu'il y a des moyens de faire du commerce. Je l'ai cité tout à l'heure, il y avait la grande distribution, le commerce de proximité, ainsi de suite. Et il y a cette révolution, la révolution du digital. Donc, le e-commerce pure player, il est mort parce que je pense que personne n'a envie d'aller acheter des produits dans quelque chose qui n'existe pas. Et je vais peut-être vous choquer, mais je pense que même Amazon changera. Et d'ailleurs, Amazon est en train de créer, a déjà des magasins test à Seattle. Donc, un jour, Amazon, mais comme ils sont super smart, ils vont inventer des nouvelles formes de commerce. Mais il y aura du commerce physique. Moi, c'est un truc qui m'a marqué. J'ai un fils qui a 17 ans. Il y a 2 ans, il avait 15 ans. Je lui ai dit, c'est quoi la différence entre e-commerce et le commerce? Il m'a regardé, il m'a dit, mais c'est quoi cette connerie? C'est la même chose. C'est juste que le e-commerce, c'est que je suis sur mon smartphone ou sur mon ordinateur, et puis je peux acheter à 2 heures du matin. Et puis le commerce, c'est quand je vais avec mes potes, rue de Passy, à côté de la maison. Mais c'est la même chose. C'est juste une question de moment. C'est qu'en fait, c'est quoi? C'est qu'on a remis le consommateur au centre, et que le consommateur, comme on l'a remis au centre, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Donc, des fois, il a envie d'acheter sur Internet, des fois, il a envie d'acheter chez son petit épicier du coin, des fois, il a envie d'aller chez Auchan, et des fois, il a envie d'aller chez Jiffy. C'est la même chose. Sauf que demain, celui qui est mort, c'est celui qui est que sur le e-commerce, il est mort, et celui qui est que sur le commerce, mais qui n'a pas la brique de e-commerce, il est mort aussi. Parce que le consommateur, c'est pas ce qu'il veut. Vous n'avez pas envie de ça. Moi, j'ai pas envie de ça. Vous avez plus, et tout comme dans le textile, je pense qu'on n'aura plus envie, et de moins, déjà, moi perso, j'en ai plus du tout envie, mais je pense que de plus en plus les gens n'auront plus envie de faire l'effort de prendre sa voiture, un taxi, le métro ou le tram, d'aller dans un magasin, de rentrer, de pousser la porte, de dire bonjour à la vendeuse, et là de dire je veux le plus gris, et de s'entendre dire ah ben il n'y a plus votre taille. Non, c'est plus possible. Par contre, demain, et je citais tout à l'heure l'exemple de Desigual, qui pour moi est un exemple parfait. Desigual, qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur nouveau magasin? Ils mettent l'intégralité de leur collection, 3600 références tous les 6 mois, ils mettent l'intégralité de leur collection dans les magasins, sauf que vous avez que le 20% des 20-80, le fameux 20-80 qui est disponible dans les tailles. Les autres, c'est un échantillon par taille. Donc vous allez avoir ce pull en gris en 42, le même pull en noir en 40, et ainsi de suite. Et vous l'essayez juste, et là, la vendeuse, elle a un iPad ou un iPhone avec elle, et elle prend votre commande, et vous êtes livré dans les 48 heures où que vous soyez en Europe. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a en plus, elle vous a fait plaisir, elle va régler votre problème, vous avez votre produit, sauf que vous ne partez pas avec, mais ce n'est pas très grave, aujourd'hui on livre vite, vous le recevez 2 jours après, vous êtes content. Et en plus, elle
Desigual, il a récupéré votre nom, votre adresse physique, votre adresse email et vos goûts. Donc demain, il peut vous travailler, vous proposer des produits, et puis vous proposer de venir le chercher en magasin, vous proposer de vous le livrer. Un autre très très bon exemple, c'est The Couples. The Couples a été créé par des jeunes, par trois frères jeunes, et ils ont tout de suite intégré l'Internet. C'est-à-dire que pour eux, c'est pas un magasin de plus, voilà, il y a l'Internet, il y a les magasins, mais c'est exactement la même chose. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont un site Internet qui est super bien foutu, mais ça vous paraît normal, mais qui vend les mêmes produits au même prix. Ça paraît normal, mais si vous allez à la FNAC aujourd'hui, vous n'avez pas foncièrement les mêmes produits à les mêmes prix, ce qui est quand même complètement dingue. Hein. Mais voilà, ils ont les mêmes produits, les mêmes prix, et quand vous achetez sur The Couple, vous pouvez demander à vous faire livrer dans les magasins, ce qui est gratuit. Si vous faites livrer chez vous, c'est payant, mais dans les magasins, c'est gratuit. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont formé leurs collaborateurs, leurs vendeurs, à répondre à votre attente et à prendre les produits et à vous proposer d'autres produits. Donc, résultat des courses, 50% des gens qui achètent, 60% même des gens qui achètent sur Internet se font livrer en magasin. Et en magasin, les vendeurs reproposent des produits. Je crois que dans 7 cas sur 10, les gens achètent autre chose en plus. Donc c'est extrêmement bon pour tout le monde. C'est bon pour la marque, mais c'est très bon pour le consommateur parce que vous avez le service que vous vouliez. Donc je pense que notre vision aujourd'hui du consommateur, elle ne doit plus être donc qu'est-ce que je veux proposer au consommateur, mais qu'est-ce que veut le consommateur et comment il peut l'avoir. Et donc vous êtes obligé d'intégrer le magasin physique sous toutes ses formes, et le magasin digital sous toutes ses formes, et de faire du cross-canal entre toutes, parce que des fois, j'ai envie d'acheter à minuit parce que je suis en train de lire Elle et qu'il y a un nouveau sac super joli que j'ai envie de l'offrir à ma femme et je peux l'acheter tout de suite, ou j'ai envie qu'on me le réserve dans le magasin, ou j'ai envie d'aller dans le magasin le lendemain, mais après je vais au cinéma, j'ai pas envie de le trimballer, donc je veux qu'on me le livre, et ainsi de suite. En fait, je suis le consommateur, je veux ce que je veux, quand je veux, comme je veux, et je veux qu'on me donne tout ça. Et c'est ça l'avenir. Et du coup, par rapport à ça, comment va évoluer venteprivée.com? Eh bien, tout ce que je viens de dire, c'est faux pour venteprivée.com. Parce que venteprivée.com, comme je l'ai dit avant, c'est une boîte B2B. C'est-à-dire qu'on n'est pas B2C. C'est-à-dire qu'on n'est pas business to consumer, on est B2B. C'est-à-dire que nos clients, ce sont les marques. Donc, on est sur un métier très spécifique qui est le déstockage pour des marques en B2B. Et là, pour le coup, on a un modèle purement Internet qui répond parfaitement à la demande, puisque si je commençais à avoir des magasins, je serais obligé de bloquer du stock, donc je serais obligé de demander aux marques de me livrer le stock avant, de le travailler, et ainsi de suite. Donc on répond parfaitement à ça, mais parce qu'on est B2B. Mais si demain venteprivée.com était 100% B2C, on ouvrirait des magasins. Mais comme l'a fait Pixmania en ouvrant des magasins, comme le fait la FNAC, et comme le fait Cdiscount, même si c'est un petit débat qu'on a avec les gens de chez Cdiscount, mais en étant allié avec Casino et en proposant des livraisons avec Casino et des corners Casino, on devient quelque part physique. Et voilà. Et donc je pense en plus qu'on travaille encore mieux la marque si elle est quelque part, elle a une réalité physique. Mais donc le schéma actuel de venteprivée.com va perdurer? Ah oui, nous on sera le dernier des Mohicans, on sera tout le temps, on sera toujours B2B parce que c'est notre ADN, et on n'a pas varié depuis 12 ans, 13 ans, et on sera sur Internet. Mais encore une fois, parce qu'on est B2B. Donc l'avenir pour vous, qu'est-ce que c'est? Plus de marques, la création de filiales à l'étranger, plus de diversification culturelle par exemple? L'avenir, c'est continuer à faire extrêmement bien notre métier et à s'appuyer sur ces 4 piliers très solides. L'avenir, ça va être de continuer à se développer en Europe, parce que ce que je vous disais, nous on croit énormément à l'Europe, donc on a un potentiel qui est énorme. Sur 1,6 milliard cette année, je crois qu'on fait 1,1 milliard en France et 500 millions dans 7 autres pays. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de raison qu'en Allemagne on fasse qu'à peine plus de 100 millions d'euros, alors qu'on fait 1 milliard en France. Il n'y a aucune raison. Donc demain, on a un potentiel en Allemagne qui est gigantesque, on a un potentiel en Espagne, en Italie, en Angleterre, partout. Donc déjà ça, le développement européen, et puis ensuite il y a toute l'offre. Miam Miam, ça n'existait pas il y a 6 mois. Le voyage n'existait pas il y a 1 an et demi. One Day n'existait pas il y a 1 an et demi. Rosie n'existait pas il y a 2 ans. Donc c'est toujours continuer à innover. Et pour innover, il faut quoi? Il faut avoir des collaborateurs qui ont envie d'innover, qui sont motivés, qui sont formés, à qui on laisse la possibilité d'amener des idées, à qui on laisse la possibilité de se gourer, de se planter, de faire des erreurs. Il ne faut juste pas les faire 2 fois. Ça veut dire qu'il faut avoir une vraie politique de société qui laisse les gens s'exprimer. Donc ça veut dire continuer à inventer des choses, et on a plein d'idées dans le tube en ce moment sur lesquelles on bosse, qui sortiront en 2014, et j'espère même dans le premier semestre 2014, et ça sera ça l'avenir. Mais l'avenir de VP, il est super rose, parce que pour finir la discussion sur les Qataris, les actionnaires d'origine, en l'occurrence Jacques-Antoine, moi, Julien et d'autres, on a tous réinvesti dans la boîte. C'est-à-dire qu'on y croit tous, on s'est tous relués,
parce qu'on croit, mais incroyablement, à l'avenir de vente privée, qui sera gigantesque. Aujourd'hui, on parle beaucoup du mobile, que c'est devenu le nouveau moyen de consommation préféré des consommateurs. Et est-ce que, du coup, chez Vente Privée, vous avez remarqué un changement progressif ou alors radical de la manière dont vos clients consomment sur votre site ? Alors nous, on est depuis longtemps sur le mobile, on y est depuis 5 ans. C'est d'ailleurs ça qui m'a fait être nommé cette année personnalité de l'année, parce qu'on a développé ça très en amont. Je ne suis pas un génie, loin de là, au contraire, c'est parce que j'étais à un colloque à Amsterdam qui était réalisé par l'association américaine des sites de e-commerce, et que la directrice des services informatiques de Staples nous a dit à un moment, arrêtez de vous prendre la tête avec des grandes théories, regardez juste comment consomment vos enfants et partez là-dedans. Et moi, je suis rentré à la maison, j'ai regardé mes enfants et je me suis aperçu qu'ils avaient un truc greffé dans la main, bon, moi aussi d'ailleurs, mais ils avaient un truc greffé dans la main qui était ça. Et donc je me suis dit, mais c'est évident que ça va être la nouvelle manière de consommer. Donc on s'est mis très vite sur Vente Privée. Vente Privée, c'est un modèle business qui n'est pas si à part que ça, donc ça veut dire juste qu'on est... Souvent, quand on lance des choses, on s'aperçoit qu'on est un poil en avance, mais pas tant que ça du reste. Et ça, aujourd'hui, c'est 40% de notre chiffre d'affaires. Donc 1,6 milliard, 40%, ça fait un peu plus de 600 millions. 600 millions a été réalisé sur ces devices, que ce soit ou des tablettes. Et c'est surtout 40% de nos visiteurs uniques. Donc ça veut dire qu'1 200 000 personnes aujourd'hui rentrent sur Vente Privée tous les jours à partir d'un device en mobilité. Donc c'est une vraie révolution, ça veut dire qu'aujourd'hui, encore une fois, ça a remis, c'est toujours la même chose, le consommateur au centre. C'est-à-dire que je peux être n'importe où, je peux être dans un dîner avec vous, goûter un vin que je trouve bon et immédiatement l'acheter. Ça veut dire que je peux être dans un magasin, avoir un produit et l'acheter dans un autre magasin. Ça, tout est faisable avec cet outil. Donc c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire, mais qui est encore une fois un outil de plus au commerce, un outil de plus pour le consommateur. Mais c'est vraiment totalement révolutionnaire et je pense qu'on est au tout début d'un tsunami. Je pense que demain, on aura là-dedans énormément de choses. On pourra payer, on peut déjà aujourd'hui payer, on peut prendre le train, on peut prendre l'avion, on peut faire plein de choses. Et demain, ça sera vraiment la baguette magique. Et peut-être d'ailleurs un jour, ça sera vraiment greffé dans la main. C'est peut-être pas une bonne nouvelle. Alors, dernière question. Vous l'avez dit, l'achat sur venteprivée.com est un achat d'impulsion. Étant donné que vous créez le besoin chez le consommateur et que vous êtes en train de faciliter les procédures d'achat, est-ce que vous ne pensez pas que vous allez développer des comportements d'acheteurs compulsifs Mais si, bien sûr. C'est un danger. Il y a des gens qui s'endettent pour acheter sur venteprivée.com. Vente Privée est quand même le distributeur préféré des Français pour la 2e année de suite. Donc ça veut dire quand même qu'on fait un peu attention. Mais par exemple, pour répondre à votre question précisément, on s'est toujours refusé, et on s'y refuse toujours, à mettre du crédit sur Vente Privée. C'est pas parce qu'on est... c'est pas pour une raison business, parce qu'on aurait plutôt intérêt à mettre du crédit. Mais on ne veut pas le faire parce qu'on peut se le permettre, parce que notre business model repose sur une offre inférieure à la demande. Donc pour être très clair, si j'ai demain 1000 frigidaires General Electric à vendre, j'aurai toujours 1000 personnes qui viendront me l'acheter, quitte sans s'endetter. C'est-à-dire qu'ils peuvent se le permettre, j'en aurai toujours 1000. Si je suis... je vais arrêter de parler de ces discounts, mais j'en parle parce qu'on est à Bordeaux, mais si je suis Amazon... j'en ai pas 1000, j'en ai bien plus, donc j'ai besoin de pouvoir proposer du 3 fois sans frais ou du crédit. Moi, je peux me permettre de ne pas le faire. Donc, parce que comme on est déjà éminemment pushy sur l'achat, parce qu'on est vraiment dans l'achat d'impulsion, on essaie de faire attention à ne pas le rajouter. C'est pour ça qu'on ne vous met pas des trucs marketing du style, vous avez acheté ce pull gris, il va très bien avec ce pull noir, avec ce pantalon noir, achetez ce pantalon noir. On peut se permettre de le faire parce qu'encore une fois, on a un modèle qui est très spécifique et qui n'a rien à voir avec aucun autre e-commerçant. C'est une offre inférieure à la demande qui permet d'avoir une approche complètement différente du commerce. Mais ce n'est pas une règle qui est applicable chez les autres, tout comme les règles des autres ne sont pas applicables chez Vente Privée.